Le sous-ministre, vous avez mentionné M. Dionne qui a remplacé M. Bouchard. Oui. Et le sous-ministre adjoint était. Le sous-ministre adjoint. Oui, il y en avait plusieurs. Il y avait André Brochu. Oui. Il y avait M. Borja qui a été remplacé par Mme Montminy par la suite. Il y avait Georges Lalande qui a été nommé. Il y a eu Brigitte Pelletier pendant quelques temps. Et il y avait Louise Roy qui s'occupait des palais de justice. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec qui vous aviez à interagir lorsque vous étiez ministre et avec des fonctionnaires ou des responsables politiques de votre cabinet concernant la nomination des juges? Je ne penserais pas, non. D'accord. Vous êtes arrivé au ministère avec un certain nombre de priorités. Pouvez-vous nous en faire part? Ben, je me suis engagé en politique pour réaliser 3 réformes que M. Charest m'avait promis de compléter, à savoir une révision du régime d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile concernant surtout les victimes d'actes criminels au volant, de nos fautes, une réforme également du système d'indemnisation des victimes d'actes criminels, ainsi qu'une réforme des tribunaux administratifs. D'accord. Est-ce qu'il était question aussi d'une réforme de l'aide juridique à l'époque? Après l'élection, pas avant. D'accord. C'est venu tranquillement. Ça faisait partie du plan de réingénierie. On voulait revoir la structure de la commission des services juridiques, mais c'est une idée qui est venue surtout à l'automne 2003, et j'avais nommé Pierre Moreau, mon adjoint parlementaire, pour présider un comité de 4 députés qui allait regarder la structure de l'aide juridique, au point de vue structurel seulement. D'accord. Vous avez été l'auteur du projet de loi 35, la loi modifiant la loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives. Exact. Et ça faisait partie évidemment des objectifs pour lesquels vous êtes lancé en politique. Oui. Dans le cadre de vos fonctions de ministre de la Justice, vous avez consacré un temps important à ce travail-là et à ce projet-là en particulier. C'est important, oui. Ça a commencé avec l'arrivée de Georges Lalande, qui était sous-ministre adjoint à l'administration. Je pense que c'était son titre. Et M. Lalande avait été recruté pour sa vaste connaissance du droit administratif. Il avait présidé la Société d'assurance automobile, il avait présidé la commission d'appel en matière de lésion professionnelle. Il avait été directeur, je pense, du palais de justice de Montréal. Et donc, c'est un homme de haut calibre que j'avais recruté comme sous-ministre adjoint. Et dès son arrivée en poste, il a travaillé pour élaborer le projet de loi qui devait devenir, à partir du 13 novembre 2003, le projet de loi 35. Vous avez, dans le cadre de consultation au sujet de ce projet de loi en particulier, eu à organiser un certain nombre de rencontres avec des personnes du milieu syndical et patronal. Je veux dire que c'est M. Lalande, beaucoup qui s'occupait de ça. Je sais qu'il a rencontré une quantité incroyable de personnes qui appartenaient à des groupes syndicaux, patronaux, administratifs, des associations de victimes, des avocats spécialisés. Ça a été l'essentiel de son travail, je pense, entre le mois de mai. Je pense qu'il a été nommé au mois de mai 2003 jusqu'à ma démission, effectivement. D'accord. Et même après, jusqu'au dernier temps, là, avant ma démission, le 27 avril 2004. D'accord. C'est-à-dire c'était sa principale responsabilité à titre de sous-ministre? Oui. Je veux que vous nous parliez d'une rencontre en particulier et nous allons revenir sur cette personne-là plus tard. Nous avons compris que M. Franco Fava avait été convoqué à votre ministère pour discuter spécifiquement de ce projet de loi. Pouvez-vous nous parler de cela? À quel moment c'est arrivé? Dans quel contexte? C'est sûr. Okay. Mon Franco Fava a été... Monsieur le commissaire, tout à fait, j'aimerais faire, ce n'est pas une objection à ce que j'ai dit, simplement un commentaire au nom du gouvernement du Québec. Mon confrère, M. Baptista, pose plusieurs questions sur ce projet de loi 35 à propos de la réforme de la justice administrative. Je comprends que ça ne fait pas partie du mandat de la commission tel qu'indiqué au décret du 14 avril 2008. Et notre non-objection à toute cette série de questions ne doit pas être interprétée comme un consentement du gouvernement du Québec à un élargissement du mandat de la commission. Je comprends que les questions sont posées
dans le contexte de la vie de M. Lénard comme ministre de la Justice, mais le fait qu'il objecte pas à toutes les questions n'est pas évidemment un consentement du gouvernement à élargir le mandat de l'instruction. Merci. Non, c'est bien compris. Moi, je comprends ces questions comme établissant un peu le contexte des personnes avec qui travaillait Maître Bernard. C'est exact. Et M. le commissaire, soyez rassuré, ma collègue aussi, et M. Bellemare aussi, là. Je n'entends pas sortir du cadre de notre mandat, mais par contre, de mettre le contexte dans lequel certaines rencontres ont pu avoir lieu et à quel moment. Alors, vous disiez, vous étiez en train d'expliquer qu'il y a eu cette rencontre ou des rencontres dans le contexte de l'adoption ou de la proposition du projet de loi. C'est-à-dire que la réforme de la justice administrative était basée sur des résolutions qui avaient été votées par le Parti libéral du Québec le 29 septembre 2002 en Conseil général. J'avais été invité comme conférencier par M. Charest le 28 septembre, présenter mon point de vue sur un thème qui était l'État et le citoyen. Et j'avais présenté ironiquement 7 exactions qui m'apparaissaient des exactions gouvernementales qui déplaisaient aux citoyens. Et parmi ces 7 exactions, il y avait le fait que les juges administratifs étaient nommés pour 5 ans. Et que ça brisait la confiance du public dans la justice administrative, ces juges étant renouvelables aux 5 ans au bon gré du prince. Et donc, le Parti libéral avait pris position pour donner aux juges administratifs, s'il était élu, des nominations selon bonne conduite, à l'instar, disait-on, à l'époque, des juges de la Cour du Québec, ce qui était une avancée considérable pour les justiciables québécois et les tribunaux administratifs. Alors, M. Charest, à partir de ça, m'avait demandé en décembre 2002 de rédiger un document sectoriel qui reprenait cette proposition-là, mais d'autres propositions également, comme le NOFAR, les amendements, les régimes d'indemnisation, victimes d'actes criminels, etc. Un document sectoriel que j'ai rédigé pendant les vacances des fêtes en 2002 et qui a été rendu public le 17 mars 2003 en campagne électorale par M. Charest et moi-même devant la presse nationale. C'est un engagement électoral important. Alors, la première fois que j'ai rencontré M. Favre après les élections, c'était à peu près une semaine après les élections. Il y avait eu une espèce de fête où M. Charest remerciait les militants libéraux, les candidats élus comme les candidats défaits. Et cette fête-là s'est tenue au sous-sol du Collège Bellevue, qui était immédiatement connexe, si vous voulez, ou voisin du local politique du Parti libéral. M. Favre était là. Il m'a salué. Et il m'a dit d'abord que j'allais avoir une bonne nouvelle incessamment, que j'allais être content. Et qu'il connaissait tout le monde au niveau de la CSST, des employeurs, des syndicats, et que comme il savait qu'il y avait une réforme à venir au niveau des tribunaux administratifs, qu'il voulait m'aider là-dedans. Alors, évidemment que à partir du moment où M. Lalande est entré en poste, les deux hommes se sont parlé, il y a eu des échanges et ils ont travaillé ensemble dès les premiers temps. D'accord. Ouais. Dès le mois de mai 2003. D'accord. Il y a eu des rencontres à votre ministère entre M. Lalande et M. Favre? Oui, il y avait des rencontres, il y a eu des dîners, il y a eu des appels téléphoniques. M. Favre et moi, on était en contact régulier sur divers dossiers. Mais on peut penser que le prétexte des appels de M. Favre et des rencontres était toujours les tribunaux administratifs, cette réforme qui viendra incessamment. D'accord. M. Favre, à l'époque, siégeait sur quelle commission, sur quel conseil? Il me disait qu'il siégeait sur le conseil d'administration de la CSST. D'accord. Et est-ce que vous le saviez comme étant un fait véridique? C'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai jamais vérifié ça, mais je pense que c'est exact. D'accord. Vous avez démissionné comme ministre et comme député le 27 avril 2004, c'est exact? Exact. Vous aviez à ce moment-là déposé une lettre de démission que vous avez soumise au Premier ministre, M. Jean Charest. Exact.
J'ai une copie ici que je vais vous exhiber. Monsieur Bellemare qui vient de lire la lettre, qui serait, selon ce que dit Maître Battista, la lettre de démission qu'il a donnée en avril 2004. En quelques secondes, parce que Maître Battista Ça va maintenant? Oui. Donc, vous reconnaissez la lettre? Oui. On verra sur le ton. Je vais la produire sur la pièce 4. Depuis les tout débuts, on va aller entendre Maître Battista. On a quelques secondes. Alors, simplement pour... le ton des choses, messieurs, en quelques secondes. Il y a un paragraphe. Actuellement, mais déjà le nom de M. Favre est sorti, ça donne une idée d'où on s'en va. M. Favre qui est un collecteur de fonds du Parti libéral très connu à Québec. Maître Roy. Oui, c'est courtois comme échange et l'approche que je croyais qu'elle apprendre M. Battista est celle qu'effectivement il semble préconiser. Maintenant, je pense qu'on en est au tout début, là, il est difficile, on verra dans la suite des choses. Allons-y, là on va les entendre. Constater avec vous, dans cette lettre-là, On permettrait peut-être de laisser le temps, puis comme ça, de terminer oui, merci. la lecture. Merci. Excusez, monsieur le commissaire, merci. Lecture d'un nouveau document. Constater avec vous, dans cette lettre, vous évoquez On poursuit avec Maître Battista. le sabotage du projet de réforme de justice administrative. Vous aviez, comme vous venez d'expliquer, vous étiez lancé en politique avec ce projet-là. Ce projet-là avait été endossé par le parti avec lequel vous étiez présenté et vous aviez constaté qu'il y avait beaucoup d'obstacles à son adoption. C'est exact? Exact. Vous avez également évoqué dans votre lettre l'influence des lobbies syndicaux dans votre décision également et le fait que vous n'aviez pas un allié au ministère du Travail à cette époque-là. C'est exact? Oui, c'est-à-dire que les lobbies syndicaux, c'est sur la FTQ essentiellement, et le ministre du Travail, Michel Després, avait changé son fusil d'épaule à la mi-mars. Il avait appuyé le projet jusque-là. Et à partir de la mi-mars, il avait décidé de ne plus appuyer le projet de loi. D'accord. Vous avez également fait état du fait que vos positions en matière d'assurance automobile et d'indemnisation de victimes d'actes criminels ne semblaient pas avancer. C'est exact? Exact. Et vous avez conclu qu'à ce moment-là, vous n'attiriez aucune satisfaction de votre implication politique. C'est exact? Exact. Il est juste de dire que dans votre lettre de démission, vous ne mentionnez pas d'autres circonstances qui auraient justifié votre départ ou contribué à votre insatisfaction à ce moment-là. C'est exact. Je vais aborder maintenant le sujet des nominations. Et je vais y aller en étapes. J'ai demandé peut-être de me suivre à cette étape-là de façon à ce qu'on puisse faire le portrait le plus complet. Quand vous avez pris la charge de ministre de la Justice, est-ce que vous avez reçu soit une séance de formation, d'information sur le processus à l'intérieur du ministère? Je sais que le règlement sur la nomination des juges avait changé quelques semaines avant notre élection. Et j'avais pris connaissance du règlement, des séances, il y avait ce qu'on appelle des briefings, que M. Bouchard donnait, avec des volumes qui sont
comparable à celui que j'ai ici à ma droite. Et puis, mais de façon très précise sur la nomination des juges, non.